même pas assez, parce qu'on ne voit pas les agriculteurs qui sont en difficulté. Et aujourd'hui, ce sont les ONG qui viennent à l'aide des déchets. Est-ce que peut être plus disponible dans l'avenir, parce qu'on a constaté que c'est avec des contrats comme ça, comment ça fonctionne? Vous allez nous proposer d'imposer la TVA au niveau des coopératives. Merci. C'est notamment la question de la régulation des risques. Il est la base de la régulation et sur les risques ou les risques métiers. C'est le point de se pose pas pour la technique, la mesure où ce qui est contaminé, ce sont les risques métiers. Mais le point de se pose au niveau de la loi, parce que la TVA qui a l'information est une diminution de la TVA limitée à l'extérieur. Alors, quelle est la meilleure pratique? Et il faut prendre la récupération ou l'arrêté ou l'arrêté du parce que là, notamment au niveau de la RDC, pour le cas positif, nous avons un système d'intéressement qui est basé sur la réposition. Or, la TVA perçoit la TVA de fonds qui vient en diminution de la TVA de la DG. Et cette TVA est considérée comme une considérée. Et la TVA doit se rémunérer par rapport à ce qu'on se pose dans le terme mondial. On va vérifier sur la pratique dans notre pays par rapport à cette question. Un autre élément, c'est qu'on n'a peut-être pas évoqué le collègue Amour qui est revenu sur ça, mais c'est dans notre aspect. On l'a eu à dire que la TVA c'est une machine de mondialisation. Or, parler de la mondialisation implique un coût, un financement. Il est vrai que vous observez, notamment dans certains pays africains, que la mise en œuvre de la TVA en regard était liée strictement au manque de financement. Donc, la mondialisation implique la réforme des structures outils informatiques qui nécessitent de gros moyens pour que les institutions sociales africaines ne puissent pas. Un dernier élément, c'est le problème de remboursement du crédit TVA. J'ai noté à travers les conventions de projet Cameroun qui a un compte spécialisé que le coût de remboursement qui a un meilleur système. Mais le grand problème qui se pose, c'est au niveau de l'alimentation des secours. Comment ce compte est alimenté? On n'est pas d'expérience camerounaise sur la matière. Pour le cas de la RDC, il est vrai qu'on a une matière pour que la TVA via l'importation par la TVA via l'importation par certains opérateurs économiques sur base d'une mission communiquée à la douane, que cette TVA soit orientée directement vers le compte TVA responsable. Et une autre modalité de financement d'alimentation de ce compte, c'est de prendre une quantité de la TVA via l'intérieur au niveau de la DGE, et cette quantité est orientée également vers le compte TVA responsable. Je ne sais pas quelle est la pratique dans certains pays par rapport à l'alimentation du compte TVA responsable. Le dernier élément, c'est en rapport avec la stabilité et la théorie fiscale. Il est vrai qu'au niveau de la RDC, la loi a approché toutes les dispositions antérieures contraires à l'administration de la TVA, et ça a posé quand même quelques problèmes dans l'application pour certaines personnes qui bénéficiaient de la stabilité de leur régime fiscal, notamment le fiscal qui est effectué. Et c'est là un peu qui pose un problème par rapport à la conception, à la conclusion de ces différentes conventions. On prévoit clairement qu'on ne doit pas admettre pour certains secteurs l'application des impôts d'activité base qui n'existait pas au moment de la signature de ces conventions. Alors, on a connu quand même ce problème dans le secteur minier et si pour les secteurs miniers, le problème a été résolu, mais pour les secteurs des pétroliers producteurs, ça a été j'ai appris que pour que la TVA soit d'application à ce secteur, il fallait d'abord commencer par amender les conventions et à partir de ces amendements,
Sur la première, les spécificités des pays et la TVA sur les individus qui gagnent moins de $1 par jour. C'est tout à fait normal que toute réforme fiscale ou autre prenne en compte cette spécificité. Il y a bien sûr des points communs à tous les pays. Et c'est pour ça d'ailleurs nous sommes là. Nous sommes aujourd'hui là pour apprendre des expériences des autres et voir si ces expériences sont utiles pour notre propre pays. Et donc, faire ce que l'autre fait n'est pas nécessairement mauvais. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut toujours faire ce que l'autre fait parce qu'il a fait. Et l'exemple des eaux multiples, c'est un exemple qui est préoccupant. C'est-à-dire que les pays le font tout simplement parce que ça se passe ailleurs, mais pas nécessairement parce qu'ils ont fait des études qui montrent, qui donnent une certaine assurance que les eaux multiples sont bien dans un contexte propre. Je voudrais dire aussi que la fiscalité ne peut rien faire pour une personne qui gagne $1 par jour. La TVA, c'est une taxe sur la dépense. C'est une taxe sur la dépense. Elle ne peut tout simplement rien faire pour une personne qui gagne $1 par jour. C'est le budget de la dépense qui peut changer la situation de cette personne. C'est une subvention directe à cette personne. Ce n'est pas une TVA, ce n'est pas une exonération, par exemple, de l'essence. L'exonération pour l'essence, c'est la personne qui a une voiture qui en bénéficie. Ce n'est pas la personne qui gagne $1 par jour. On ne peut pas, avec une logique pareille, faire des réformes qui améliorent la situation d'un pays. Sur la deuxième, les coopératives, tout simplement, ce que j'aimerais dire ici, c'est que la TVA, et on revient toujours à l'oreille à la chose de la TVA, ce n'est pas une taxe sur les institutions des entreprises, c'est une taxe sur les transactions. C'est une taxe transactionnelle. Elle est appliquée sur chaque transaction. On n'a rien à faire avec qui entreprend la transaction. Du moment où une transaction elle a une valeur, il y a quelqu'un qui paye pour un service, pour un bien, soit en argent, soit en nature, en principe, la TVA s'applique. Donc, la réponse, oui, si les coopératives deviennent une source, ça renvoie aussi à la remarque de Roger, si les coopératives deviennent une source de marché où il y a des transactions pour une valeur, oui, la TVA devrait s'appliquer. Mais là, je rappelle que c'est pour ça qu'on a introduit le concept du seuil d'assujettissement. C'est pour exonérer toute une partie de la population, plutôt des entités, où la somme des transactions que ces entités accomplissent est inférieure au seuil. Donc, du moment où j'ai le seuil, les petits entrepreneurs, que ce soit une coopérative, que ce soit une banque, que ce soit une compagnie d'assurance, je discrimine pas. Le seuil est fait pour une raison précise. C'est pour ne pas regarder ou percevoir la TVA comme une taxe sur les entités. Ce seuil-là prend en considération une bonne partie des problèmes que vous avez notés, mais par contre, quand la coopérative devient très grande, quand la coopérative devient un conduit par lequel on entreprend des activités lucratives, bien sûr, je veux bien un échappement à la TVA. Et il faut les fiscaliser. Sinon, ce n'est pas juste pour les autres. Ce n'est pas parce que je m'appelle coopérative, si je vends la même chose que mon compétiteur, ce n'est pas parce que je m'appelle coopérative que je devrais être exonéré. Sur la troisième question, rémunération nette des DGI versus DGD, c'est là que le problème se pose. La DGI, elle est nette, mais la recette, elle vient d'où? À 50, en Afrique, entre 50 et 2 tiers de la TVA est perçue à la douane. En principe, toute cette TVA-là va être remboursée. Pratiquement toute la TVA à la douane va être remboursée. Va être déduite pour rembourser éventuellement. Alors, si je mets les objectifs de recette sur le concept brut, là, qu'est-ce que je fais? J'incite la douane à faire très bien son travail, hein, et la DGI va se plaindre qu'en fait, son objectif ne peut pas atteindre, parce que la performance de la douane joue pour la performance de la DGI. Donc là, j'ai des objectifs vraiment qui ne sont pas en fait au niveau de la recette totale et qui créent des frictions entre les régimes financiers. Quatrièmement, le remboursement de TVA, comment alimenter le compte?
dépense, automatiquement, je ne perçois pas la TVA comme une taxe sur la consommation, sur la valeur ajoutée qui s'applique à toutes les étapes, comme on a expliqué hier. Je la perçois comme quelque chose d'autre. Moi, je pense et cinquièmement, la TVA sur les pétroliers et miniers. Le problème ici, ce n'est pas un problème de taxe, parce que, comme on disait hier, en fait, les entreprises jouent le rôle d'intermédiaire pour l'État. L'entreprise collecte la TVA pour l'État. Donc, le pétrolier et les miniers, surtout en Afrique, où le minerai est exporté, n'a rien à faire vraiment avec la TVA. La seule raison pourquoi il y a des compétitions, c'est parce que les pétroliers ne sont pas crédibles à promettre à l'État que la TVA payée sur les importations des matières premières et les équipements va être remboursée. C'est un problème de confiance, de crédibilité de la nation. Ce n'est pas un problème de recette. Si la TVA fonctionne bien, ça c'est même s'il y a des clauses de stabilité dans les conventions, ces clauses de stabilité sont facilement réarrangées pour prendre en compte l'introduction de TVA. Mais c'est en fait la question de crédibilité, je crois, qui pèse dans ces négociations-là. Et l'autre question, c'est que, en général, parce que les pétroliers et les miniers sont conventionnés, ils ne veulent pas faire affaire avec les conventionnés, ils sont complètement à l'extérieur du circuit. Et je trouve que la TVA, c'est un premier pied par la sorte. Donc, comme je disais, c'est comment régler cette question de crédibilité. C'est par exemple par la crédibilisation du remboursement général. Si le remboursement général pour toute la TVA devient crédible dans le marché, le pétrolier et le minier n'a pas de raison pour dire je ne peux pas collecter la TVA pour vous. Merci. Est-ce qu'il faut que je conclue? Pour conclure, je crois qu'on pourrait faire 10 autres conférences avant d'arriver au problème numéro 5 que j'ai noté. Sur la question des taux, ce que je retiens de la discussion, c'est que peut-être qu'il y a une convergence en Afrique vers deux taux. Madame Lamien m'a donné en fait des chiffres sur la Tunisie. Ce qui est intéressant, la Tunisie avait 4 taux en 88. Ça a pris 18 ans pour les réduire à 3. 18 ans. Donc la leçon de ça, c'est quoi? Si on vise vers 2-3 taux, il faut prévoir très longtemps avant de pouvoir corriger notre tir. Pourquoi? Parce que les taux multiples, on dit que ça crée des distorsions. Oui, c'est un mot technique que les économistes emploient souvent pour dire en fait que ça gêne l'opération des prix. Et en fait, ce que les distorsions aussi créent, c'est que les distorsions créent des intérêts. Une distorsion n'affecte pas tout le monde de la même façon. Il y a des intérêts qui se forment derrière ces distorsions, qui bénéficient de ces distorsions. Et ces intérêts dans le temps deviennent très ancrés dans le système, deviennent un lobby très fort, et c'est pour ça que ça prend très longtemps pour les corriger. Donc c'est pour ça que je disais qu'il faut au moins, c'est pas que le midi non un seul taux pour les pays, quand je le rappelais tout à l'heure, on a considéré pour l'Afrique de l'Ouest 2 taux en 94, 95, on est suivant la TVA avec eux, ils ont choisi un seul taux. C'était pas un mauvais choix. La RDC vient de choisir un seul taux, après l'étude des taux multiples. Tout ce qu'on dit, c'est que essayons d'étudier pour le pays en question, pour la région en question, les conséquences des taux multiples, du point de vue de la recette, du point de vue de l'incidence de la taxe, du point de vue de la complexité de la taxe pour l'administration, avant de dire, voilà, au nom de la justice sociale, j'ai introduit un deuxième. Donc, sur la question de remboursement, ce que je retiens, c'est que probablement comme un second bet, comme on dit en anglais, pas un first bet, mais comme un second bet, pour améliorer le remboursement en Afrique, probablement un compte CPS a du sens à moyen terme. Ça donne un peu de crédibilité au marché, au moins les opérateurs savent qu'il y a un compte, ce compte est alimenté par une règle qui est dans la loi de finances. Par exemple, au Cameroun, je crois que c'est 20% de la recette brute. C'est une règle, la règle est plus crédible que la DGI qui dit ah oui, je vais rembourser, mais vous en faites pas. Il faut rendre la chose crédible et pour la rendre crédible, la mettre dans la loi de finances.
redémarre à 0 l'année prochaine, mais au moins il y a un nom, comme une étape intermédiaire vers un remboursement un peu à l'OCDE, je dirais, au pays de l'OCDE, où la pratique standard est de considérer le remboursement comme une recette négative. Quelqu'un a mentionné hier le cas du Canada, au-delà de 50% de la recette de remboursement. Donc ça, c'est la leçon que je retiens sur le remboursement. Sur la question des exonérations,